vais quand même le démarrer, comme ça je vais vous montrer les fonctions. Ouais, j'imagine que tu as... Oh pardon, excusez-moi madame. C'est pas grave. Je vais me mettre la... Donc ça c'est le boîtier, c'est tout ce qu'il y a, c'est le Komodo en fait. Donc vous avez des phares clignotants, personne, essuie-glace, warning. D'accord. Parce que vous c'est la main gauche qui va pas bien. Oui. Avec le contrôle, c'est expliqué, ne doit pas empêcher. C'est très bien. de mobilette. Ah oui, oui, c'est très très bien. Vous aviez quel âge? 17 ans. Nous, alors nous, en salle d'entreprise, on fait aussi. De toute façon, les accidents, c'est toujours avec ça. Alors on a eu une période où on était très pédalier. Là, il y a quoi comme autre particularité? Eh ben, c'est la boîte automatique en fait. D'accord. Mais autrement, c'est faisable. Enfin, Ouais, en tout cas, vous en êtes. oui, Est-ce que même, vous il y a un éditeur qui a besoin, je peux l'enlever. D'accord. Donc, c'est... Moi je trouve ça génial. Non, non, bah, c'est très bien. Bon, en tout cas, bravo. On voit enfin les arrêts. Belle détermination. Il faut, oui. Non, non, mais c'est bien. Nous, le handicap n'est pas un frein. Et donc les personnes, manifestement, vont pouvoir exprimer, je dirais, leur statut de RQTH, quoi. Donc ça, c'est hyper important, se sentir libre. Et une fois qu'on sait, eh bien, on va peut-être avoir quand même de l'attention, de la prudence, de la bienveillance par rapport à ça, sans pour autant mettre les personnes dans un écrin. Hein. Dans le cadre de notre marque employeur, on communique beaucoup là-dessus et effectivement, on veut... Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, en réalité, c'est que quand on travaille sur le handicap dans l'entreprise et l'inclusion, alors effectivement, dans la sphère du travail, les gens sont sensibles, les collaborateurs sont sensibles. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que quand ils rentrent chez eux, ils peuvent témoigner le samedi à table avec les copains ou au foot ou le dimanche à table en famille. Et dans leur cercle, ça leur permet aussi de témoigner et de faire tomber les stéréotypes chez leurs amis, quoi. Parce qu'on est une entreprise accueillante. Alors nous, on a eu le premier prix activateur de progrès. On est activateur de progrès, donc en tant qu'ambassadeur de la GFIP. Et alors tout ça s'inscrit dans notre logique RSE puisqu'on est aussi labellisé RSE Bretagne 26 000. C'est quelque chose de très fort chez nous. Voilà, il y a peut-être tout ça qui... Ouais, c'est produit en Bretagne. Ouais. Et on est aussi doublement labellisé. On est aussi Lucie 26 000. On a Lucie 26 000 et Bretagne 26 000, donc et Lucie 26 000, mais augmenté du territoire, quoi. Tous, Madame la sous-préfète, merci d'être là. Monsieur le Président de la communauté de communes, cher Patrick, voilà. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'être là et de nous donner l'occasion encore une fois de témoigner de notre formidable aventure humaine. Vous êtes ici sur le site de Pleuhermel, qui est le siège de Rive, en fait, hein, du réseau interurbain de voyageurs, du réseau de transport de la communauté de communes de Pleuhermel. Et aussi un site, je dirais, à fort potentiel environnemental, puisqu'on est essayé dans le bio-GNV, dans le baissant, le photovoltaïque, etc. Donc c'est la mobilité de demain, mais ça n'est pas que ça, puisque peut-être parce que la RSE est très forte chez Inevia, on s'est aussi embarqué dans une aventure un peu inédite qui nous a permis d'ouvrir la voie avec la GFIP, l'Aftral, Cap Emploi, d'un parcours un peu atypique et innovant. Ça a commencé en 2016, cette aventure, lorsque Yves, qui va nous rejoindre tout à l'heure, est venu nous voir pour présenter sa candidature. Et on était un petit peu, on ne savait pas comment s'y prendre, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Comme je dis souvent, on est des spécialistes du transport, pas du handicap, on ne savait pas comment un conducteur pouvait passer le permis de conduire dans ces conditions-là, et dans quelles difficultés il pouvait se trouver. Et donc on a réfléchi pas très longtemps. Comme je dis souvent, Yves était très motivé, et c'est vraiment la motivation qui compte dans ces cas-là. Hein. Rentrez les gars, rentrez. Donc Yves et Didier. Salut Didier et Yves. Oui, Didier et Yves. Dans le bonheur. Hein. Qui est arrivé après moi. Oui, dans l'entreprise. Mais il est arrivé avant toi ce matin. Ah oui. Rentrez les gars. Et donc Yves, qui a, ça y est, nous a rejoint avec son véhicule. Yves est arrivé en 2016, donc nous rencontrer, et là nous a fait part de sa motivation, et on a compris qu'avec Cap Emploi, on pouvait être accompagné, ils nous ont mis en contact avec la GFIP et l'Aftral pour innover
ce parcours d'évaluation des capacités fonctionnelles. C'était innovant parce qu'effectivement, jusqu'ici, il n'était pas autorisé quelqu'un de passer le permis de conduire s'il était monomanuel. Il fallait faire tomber un peu toutes les craintes, et l'idée a été mettre de la GFIP, et notamment de Laurent Potier, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a beaucoup œuvré sur ce dossier-là, et de mettre tout le monde autour de la table, et de faire tomber les craintes, les peurs, de lever point par point ce qu'on imaginait être des obstacles. Donc il y avait des salariés qui étaient là, il y avait moi j'y étais, enfin, et toutes les parties prenantes. Et de là, enfin je vais laisser tout à l'heure Thomas parler un petit peu du parcours, mais l'idée c'est quand même, avec un ergothérapeute, un ergonome, je veux dire, de pouvoir imaginer, mesurer tous les besoins en compensation, je dirais, toutes les mesures compensatoires pour pallier, je dirais, les difficultés, et rendre la personne autonome dans son poste. Parce que ça c'est très 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 important, il faut absolument que le collaborateur soit complètement autonome dans son poste. Donc Yves a rejoint l'entreprise et de là on s'est... novembre 2016. Novembre 2016. Donc j'avais passé mon permis au mois de mai. Donc c'était le premier à rejoindre. Voilà. Yves a ouvert la voie. Il va ouvrir la voie. Grâce à toi, à Grégory. Ouais, Greg qui était là. C'est la première personne que j'ai eue. Ouais. Je me souviens quand on s'est vu avec Greg, il me fait part de cette candidature-là, il me dit mais qu'est-ce qu'on fait quoi. Enfin, on s'est dit mais ouais c'est vrai que c'est incroyable. Enfin, comment ça peut marcher et je me souviens de cette phrase, je dis mais il est motivé. Il me dit mais de ouf quoi. J'ai dit bon allez on y va, on tente. Et c'est comme ça que ça s'est fait en réalité. Parce qu'il y a pas mal de paperasse, non, je pense. Ouais, au début, sur qui rebute un peu. Non, mais ça a été en fait. Alors, la paperasse, c'est tout le temps. Hein. Non, et puis on s'y habitue. Mais on tombe pas dans l'addiction quand même. Hein, mais le truc, c'est qu'il fallait ouvrir cette voie qui était inconnue. Ouais. Parce que j'avais fait quand même des boîtes avant, Transdev, Keolis, et c'était pas bon quoi. Bah ouais, mais parce que la voie n'existait pas. Donc nous, la chance quelque part, c'est que voilà, les astres se sont alignés et on s'est dit bingo, on est parti sur cette aventure-là. Et ça a bien marché. Et puis alors content du résultat, sans relief, je dirais autrement. Enfin, de la même manière que tous les autres collaborateurs, Yves a intégré son poste. La question, Grégory me disait, c'est si ton car il est en panne, on fait quoi? Et voilà. Alors ça, on en a parlé. Et alors, on fait quoi? Eh bien, on a trouvé les solutions. Et on a trouvé les solutions, et c'est d'autant plus facile que plus on est nombreux dans ce type de situation, et plus il est facile de trouver, je dirais, des cartes de réserve, je dirais, qui peuvent, je dirais, de manière universelle, être partagées entre les uns et les autres. Alors, ouais, quand je dis il a ouvert la voie, il nous a convaincus qu'il fallait continuer, je me souviens, Grégory me dit, mais mince, j'ai rencontré quelqu'un, il était venu me voir, mais je ne savais pas que c'était possible. Du coup, son CV, je l'ai gardé, mais je n'ai pas marqué dessus qu'il était en situation de handicap. Donc, le CV, il fallait le retrouver. Il se souvenait qu'il habitait entre... ouais, c'était Fred. Ouais. Il se souvenait que ce candidat-là habitait entre Vitré et Rennes, qu'il était monomanuel, mais qui faisait aussi de la moto. Alors, je discute avec Laurent Potier, on faisait un trajet en train pour témoigner à une table ronde à Paris. Et je dis, écoute Laurent, ce qui serait chouette, c'est que tu le retrouves. Donc je lui donne les 3 caractéristiques. Il a travaillé tout son réseau et il l'a retrouvé. Et là, c'est incroyable parce que il l'a appelé, il dit, écoute, Frédéric, alors c'était Frédéric Jean, Monsieur Jean, je viens d'avoir une entreprise qui souhaite vous recontacter parce que voilà, elle voudrait vous recruter. Et il a dit mais attendez, Céline vient. Il avait entendu parler des choses. Et on dit oui. Il dit attends, la Potier, faut pas me raconter de bêtises parce que je viens de dire à ma fille que papa pourra plus retravailler. C'est quand même incroyable parce qu'il avait quand même, il s'était heurté à beaucoup de refus et avait presque renoncé quasiment à trouver un jour un travail. Depuis, Frédéric a rejoint l'entreprise. Didier a rejoint l'entreprise. En quelle année? 2018, ouais. 2 ans après. Quoi. Ouais, 2018. Septembre 2018. On a Frédéric qui un autre type de handicap, mais qui lui aussi. Comme moi. Fred c'était moto. Mais on a Mickaël qui nous a rejoint aussi, qui lui, alors une adaptation complètement différente. Hein,
les mesures compensatoires sont un peu différentes puisqu'elles viennent se compléter d'un dispositif permettant au conducteur de freiner sans ses jambes. D'accord, il ne peut pas utiliser ses jambes pour freiner. Et Mickaël n'a pas pu être avec nous aujourd'hui non plus parce qu'il est à Paris, il témoigne auprès des ministres. Il a préféré les ministres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il il était invité par la FRAL aussi. Et la GFIP a témoigné là-bas. Oui, non, on essaye. On est quand même, c'est pas rien. C'est quand même le 20e anniversaire de la loi handicap. Et effectivement, on est tous très sollicités à cette occasion-là. Tu oublies Julien. Alors, je continue. Donc ça fait Parce que, combien? alors, on est 8. Il y a 8 personnes. Il y a 8 personnes, puisqu'il y a aussi Socom, il y a Julien, il y a Fabrice, et il y a Karine à Savenay, qui a récemment équipé son véhicule, puisqu'effectivement elle a eu un accident. Elle était déjà dans l'entreprise, mais elle a pu y rester, parce que voilà, maintenant on sait adapter un véhicule comme ça. Donc c'est vraiment une aventure humaine dingue. Avec des handicaps différents. Différents, et alors ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille sur l'accessibilité, sur l'inclusion dans l'entreprise, à chaque fois, on travaille sur l'amélioration des conditions de vie dans le travail de tous les collaborateurs, de toutes les collaboratrices. Et ça, c'est un vrai ressort, un vrai levier. Donc voilà, donc on a maintenant quand même avec nous 8 valeurs ajoutées, avec leurs particularités, voilà, et qui sont complètement, je dirais, autonomes dans leur poste, comme tous les autres collaborateurs. Donc on est super content de voir avec nous les gars, et puis comme tous les autres d'ailleurs. Et eux sont contents d'être là. Voilà, donc je sais pas si tu voulais dire quelque chose, juste, ah pardon, si, quand même, parce que l'aventure s'est pas arrêtée là, on a eu quand même le premier prix activateur de progrès en 2019. Et en 2020, on a eu Madame la ministre Sophie Cluzel qui est venue visiter l'entreprise. On a témoigné à la conférence nationale du handicap en 2020 aussi à l'Élysée. Donc vraiment on se fait les porte-voix de la GFIP là-dessus, et c'est un peu le but, et de laisser tomber les stéréotypes, parce que un des premiers freins, c'est d'une part l'autostéréotype de la personne en situation de handicap qui se dit ce sera pas possible. D'accord ? Deuxième frein, ça va être effectivement les entreprises qui n'ont pas imaginé être inclusives. Et il est important de considérer il est important d'ouvrir le spectre, je dirais, des recrutements, et de l'ouvrir à tout le monde en fonction de leurs compétences et de leur motivation. Hein, donc témoignez bien à chaque fois, les personnes en situation de handicap. Ce qu'il faut témoigner, c'est de votre motivation à chaque fois. Donc voilà. Et puis alors, effectivement, le fait de ne pas connaître toute cette situation-là, ces particularités, on ne sait pas faire. Et c'est formidable de pouvoir se tourner vers la GFIP et l'AFTRA dans notre cas concret, puisque c'est sur le transport, mais la GFIP en l'occurrence, et Cap Emploi, pour pouvoir nous accompagner, parce qu'on a vraiment besoin de cet accompagnement. Ça, c'est hyper important. Thomas Thomas, moi, du coup, de l'AFTRAL, représentant de l'AFTRAL. Juste pour vous donner une petite idée, donc nous, l'histoire à l'AFTRAL a commencé en 2012, même si elle a commencé un tout petit peu avant on va dire dans la construction de cette PECF, mais la PECF, la prestation d'évaluation des capacités fonctionnelles, a démarré réellement en 2012. Donc c'est effectivement les fédérations de transport, FNTR, FNTV, la GFIP, se sont regroupés et ont créé cette prestation, et sont venus voir l'AFTRAL pour voir ce qu'on pouvait mettre en place pour justement évaluer les candidats, soit à retrouver leur permis de conduire, parce que ça pouvait être des personnes en situation de handicap qui étaient déjà conducteurs et qui avaient un accident de la vie qui leur faisait perdre leur permis de conduire, donc soit de retrouver leur permis de conduire ou soit de passer leur permis de conduire. Donc à l'époque, à l'AFTRAL, on avait un simulateur de conduite, donc c'était aussi ce qui a déclenché un petit peu les choses, le simulateur, où on pouvait mettre les personnes en situation de conduite sans forcément prendre de risques sur la route. Et donc voilà, on a construit cette prestation grâce à ce simulateur en mettant les gens en situation, et on avait fait équiper ce simulateur de différents accessoires, de différentes, on va dire, compensations, donc accélérateur, passer de droite à gauche, des télécommandes au volant, les commandes manuelles. Donc on avait la possibilité d'équiper avec différents équipements de notre simulateur. Et après on est aussi parti sur la conduite, c'est bien, mais ce n'est pas forcément la seule chose que fait un conducteur aujourd'hui. Un conducteur de marchandises ou un conducteur de voyageurs, il va faire plein de choses. Il va nettoyer son véhicule, il va rentrer dans son véhicule. Si je prends un camion, ne serait-ce que monter ou descendre dans un camion,
tout ça, il faut l'évaluer. Est-ce que la personne elle est capable de monter ou ne serait-ce que descendre? Une fois qu'elle est au volant, elle peut conduire. Est-ce qu'elle peut accéder à son poste de conduite? Donc tout ça est évalué, tout ce qu'on est tâche annexe est évalué. Et il est important de tout évaluer. C'est-à-dire que souvent, c'est la personne valide qui réfléchit à la place de la personne non valide. Et se dit, il est en situation de handicap, il ne va pas y arriver. Faux. C'est important de mettre la personne face à la situation. Premièrement, soit parce qu'il va démontrer à la personne valide qu'il est très bien, qu'il est capable de le faire, ou soit il n'est pas capable, mais la personne va au moins s'en rendre compte elle-même. C'est-à-dire qu'elle va se dire, ça je peux pas. Mais c'est important de le savoir, je peux pas. Et donc voilà, le cheminement de cette prestation d'évaluation des capacités fonctionnelles, elle est là. Elle est le retour à l'emploi, l'évaluation des capacités, et une fois qu'on a mis en place justement les équipements qui vont permettre à la personne en situation de handicap de reprendre le volant, c'est le retour à l'emploi. En gros, voilà, voilà ce que l'on fait. C'est vrai que c'est important cette réinsertion. La durée de ce parcours de retour à l'emploi. Entre le moment où c'est vrai que ça peut être long, il y a beaucoup de papier. Non, c'est vrai que ça peut être long, c'est toujours très long en fait entre ce que la personne décide et le retour à l'emploi. Je n'ai pas de date. Mais en moyenne, c'est 1 an, c'est 2 ans. Ouais, alors, je sais pas, on pourrait en juger combien de temps vous avez mis, que ce soit Didier 1 an et demi. Je dirais 1 an et demi, 2 ans en moyenne entre la volonté du projet et la fin du projet. Est-ce que vous étiez le deuxième, la voie était déjà un peu ouverte? Peut-être, oui. Alors, c'est vrai que c'est les choses, mais 6 mois, c'était fait, moi. C'était entre la volonté. Entre le fait de vouloir le. En fait, le problème qui s'est posé, toujours une histoire de papier, mais il fallait que je passe absolument par Pôle emploi à l'époque. Il fallait que je fasse mes 4 jours de. Voilà, ce qu'on appelle. Voilà, c'est la PMSMP. Ouais. Et après, en fait, c'est en ayant été voir l'Aftral que j'ai su qu'il fallait faire une PECF. Parce que Pôle emploi ne le savait pas à l'époque. Elle n'avait pas le réflexe. Et donc, il y a eu ce laps de temps qui a fait que, effectivement, la session de formation étant commencée, il a fallu que j'attende l'autre formation. Mais bon, ça, c'était parce qu'il fallait que j'attende la deuxième formation. Mais sinon, dans le concret, sur le plan, on va dire, administratif, l'Aftral a tout géré dans les 6 mois, tout était fait. Et comment tu as connu l'INEVIA? En fait, c'est mon épouse qui a regardé une annonce sur le journal et qui m'a dit tiens, je te verrais bien conducteur de car. Tu connais? En fait, je suis ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, administratif, et donc les enfants, j'aime bien ça. Et donc, elle a dit oui, je te verrais bien conducteur de car. Donc, j'ai téléphoné à Greg. C'est une offre? J'ai téléphoné à Grégory qui a dit oui, je vous attends. Et voilà, donc, Dans les équipes, maintenant, tout le monde est complètement accoutumé. Voilà, là-dessus, il n'y a aucun souci, aucun frein, aucun a priori. Et je pense à Mickaël, par exemple, l'expérience de Mickaël, effectivement, quand il est venu en réalité sans vraiment y croire, et il a été vraiment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, et on l'a tout de suite orienté vers la PECF. Et puis voilà, ça s'est fait. Et vous voyez, le parcours de Didier s'est pas arrêté là, parce que Didier, dans le cadre avec Loïc, on a créé une start-up pour créer des boutons à l'arrière des cartes pour ne pas oublier les enfants. Et des boîtiers Charlie. Et c'est mieux. Alors même si effectivement c'est très rare, mais ce qui m'énerve, nos conducteurs sont très soucieux de bien faire leur travail. Non. Mais en réalité, on est tous pareils. Qui ne fait pas demi-tour au rond-point pour voir s'il a bien fermé la porte à clé de la maison? Voilà. Et bien, les conducteurs des fois se trouvaient dans cette situation-là. Ils disaient je retourne voir. Et bien là, le bouton sert à ça, ce boîtier Charlie. Et Didier nous a rejoint puisqu'on les fabrique chez nous. D'accord. Donc Didier. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la soudure. Après une formation, tu as été formé pour ça. Une formation, comme tous les autres conducteurs, mais
Bon, moi, je suis équipé, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle une prothèse myoélectrique. Là, j'ai une esthétique, puisque c'est ce qui me permet de conduire. Mais j'ai une myoélectrique, donc c'est une prothèse qui bouge. Ouais. Et donc, avec ce système-là, je peux effectivement avoir des capacités à faire du travail. Et donc, je fais de la soudure précise, hein, puisque j'arrive à faire des points de soudure que... Les boutons. Voilà, c'est pas facile à faire, mais on arrive, on s'en sort. Et puis on arrive à faire dans les temps. Ah oui, mais c'est étonnant de voir comment l'équipement permet justement. Tu fais ça chez toi? Non, sur le site à guerre. Donc voilà. Ce que moi je pourrais rajouter sur ce que François a pu dire, c'est que chez Ninevia, on n'a pas peur de s'avancer et de dire on va voir si on peut faire ça. Ils ne sont pas à dire oh ben non, vous n'allez pas pouvoir ouverts. Et vous vous sentez complètement intégré? Ben oui, parce que en fait, eux ils ne cherchent pas à nous différencier. On fait le travail comme tout le monde, on doit faire le travail comme tout le monde. On est considéré comme tout le monde. On n'est pas des privilégiés, comme beaucoup pourraient le dire. On sue comme tout le monde. Hein. On doit nettoyer notre carte comme tout le monde, on doit être aimable comme tout le monde, oui, à l'heure, on n'a pas... C'est-à-dire que si on rate quelque chose, on ne rate pas. On n'est pas... C'est pas une... on n'est pas dans une entreprise où on va nous mettre en avant parce qu'on a besoin d'être mis en avant pour l'entreprise. On n'est pas mis en avant pour ça. On est mis en avant parce que on a participé à quelque chose avec nos compétences. Ça, c'est important de le dire. C'est vraiment les compétences qui, s'ils sont là chez nous, c'est pas parce qu'ils avaient un passeport pour être embauchés, pour abattre, je dirais, un taux d'emploi. C'était pas du tout ça. C'est vraiment, ils sont arrivés là avec leurs compétences, et s'ils sont chez nous, c'est parce qu'ils sont compétents. Et c'est grâce à leur travail. Voilà, c'est bien pour ça que je parle de valeur ajoutée dans l'entreprise. Voilà, c'est hyper important. C'est un boulot d'équipe. Ouais, après, vous avez été vachement tolérant, humain. Bah, pas fermé. Oui, et puis quand je parlais de stéréotypes et d'auto-stéréotypes, il faut prendre le temps de reconstruire tout ça. Hein, parce que de casser l'image qu'on a du handicap pour justement reconstruire la nouvelle image et se dire, bah, voilà, c'est possible. Ça met du temps, quoi, avec les JO. Il y a un handisport. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. Je pense que ça bouge. Ouais. Mais à l'occasion, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai le premier magazine de bus et car qui était apparu en avril 1976, où on parlait de l'accessibilité. Était-ce une utopie? Et bien maintenant, on peut dire que non. Voilà. Bon, c'est pas facile tout le temps. Effectivement, il y a des adaptations, des infrastructures encore qu'il est nécessaire de faire évoluer. Ça bouge peut-être pas assez vite, mais ça bouge. Et en tout cas, voilà, on est de plus en plus nombreux et au gré des témoignages, on arrive à convaincre aussi des confrères, des camarades et amis. Toi, Didier, tu l'as passé quand ton permis B? Ah, moi en 1981. Le 13 81, avec un aménagement. Alors à l'époque, j'avais un aménagement, j'avais une boule sur le volant, un peu comme toi, le système de avec les clignotants au volant, avec les clignotants. Déjà en 81. Ouais. J'avais c'est moi 94, mais... En fait, c'est moi qui suis arrivé devant le médecin et ensuite l'inspecteur. Je suis arrivé avec mon aménagement. J'ai dit, voilà, sur la voiture. Comme ça, voilà. Et votre accident, c'était en quelle année? Moi, je suis né comme ça. C'est sur une 4L en 81. C'est sur quel véhicule? Super 5. Ah. Ouais. J'ai passé mon permis sur une Super 5 et j'ai eu une Super 5 en... Donc c'était faisable, même à... Oui, sur les voitures, mais sur les cars, c'était pas... En fait, c'était la réglementation de 1954. Il faut un car automatique. Alors oui, il fallait telle chose et telle chose. Et c'était Kempf qui était celui qui avait fait... Effectivement, vous avez raison de le souligner, les gars, parce que une des choses qui a permis aussi de faire avancer les choses, c'est les technologies, l'évolution des technologies. Et là, on voit des boîtes automatiques maintenant sur les véhicules. C'est quand même top, c'est quand même beaucoup de confort. Ça ouvre l'accessibilité à beaucoup de personnes. La PECF a démarré en 2012. Pourquoi? Puisqu'en 2012, la loi a changé et on a permis de passer le permis de conduire sur boîte automatique. Avant 2012, tous les permis du groupe lourd, c'était interdit. C'est-à-dire que la loi ne permettait pas en fait, de passer un permis sur boîte automatique. C'était forcément une boîte manuelle. Donc du coup, avant 2012,
vous n'auriez pas Oui, pu, militaire automatique, ni l'un ouais. ni l'autre, Ouais. pouvoir passer le D'accord. permis, ce n'était pas possible avant 2012. Donc c'est pour ça qu'on a commencé finalement en 2012, quand le champ des possibles s'est ouvert, de toute façon, là, à un moment donné, grandement, quand la boîte automatique a fait son apparition et qu'on a accepté que les permis poids lourds soient faits en boîte automatique. Et donc les lignes bougent énormément parce que effectivement là aussi je crois qu'il y a une loi qui a été modifiée aussi pour le passage du permis de conduire pour les personnes non manuelles. Février 2022. Voilà, Donc, c'est ça. Hein. Je sais que la GIF a beaucoup contribué à ça. bouge encore. Et il y a aussi un équipement qui a été développé pour permettre aux personnes malentendantes d'identifier tous les bruits environnants du véhicule, du camion ou de l'autocar. Je voulais l'amener là avec moi, je l'ai Vas-y. reçu, je voulais l'amener en fait, et puis je l'ai oublié sur mon bureau. Donc, puisque je viens de le recevoir, donc on vient de l'avoir, on vient de le recevoir, donc on vient de le monter sur un de nos véhicules, donc le système SAM, qui facilite la formation des personnes malentendantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi de février 2022 a permis aux personnes malentendantes de passer aussi des permis de coupe lourd, et la société Pimas a mis au point un système pour faciliter leur formation et éventuellement après leur vie de tous les jours. Donc un système de micro, un système de mini-écran qui va retranscrire les messages du formateur en mini-pictogrammes. Hein. Tourner à droite, il va mettre une petite flèche à droite. Puisque le problème du malentendant, c'est que en lecture labiale, face à face, en règle générale, ils arrivent à se débrouiller. Mais dans un camion, quand tout le monde est face au pare-brise, c'est très compliqué de communiquer. Et donc ce système permet de retranscrire ce que va dire le formateur, mais aussi à une petite antenne à l'extérieur qui va capter l'ensemble des sons à l'extérieur et qui est capable de retranscrire d'où vient une sirène, d'où vient un klaxon, et va retranscrire sur le petit écran aussi l'ensemble des sons. Et donc je devais vous faire une petite démonstration aujourd'hui, et puis c'est resté sur mon bureau avant de partir. Voilà, donc, c'est un teasing. Ça nous invitera à en savoir plus. Voilà. Pour revenir directement à l'Aftral pour le voir. Volontiers. Madame, peut-être. Écoutez, moi je vais parler au nom de Laurent Potier, qui est vraiment qui a été précurseur même à la GFIP, hein, parce que la première fois qu'il a commencé à s'intéresser à la question et qu'il a œuvré dans cette direction-là, c'est pas qu'on l'a traité de fou, mais pas loin. Et en fait, moi je vais pas dire grand-chose parce que le rôle est beau pour la GFIP. Hein. En fait, moi ce que je voudrais surtout souligner, c'est le côté absolument exemplaire. On aimerait bien que des aventures pareilles arrivent ailleurs et dans d'autres secteurs d'activité. En fait, j'y vois la rencontre à la fois d'une entreprise qui a accepté de regarder la situation du handicap différemment. Vous l'avez très bien dit, je ne dirais pas mieux que vous. C'est aussi la rencontre avec des salariés qui ont eu envie de tenter l'aventure et qui ont tenu bon. Et puis après, c'est tous les partenariats qu'on peut se construire. Alors, notre ami Laurent Potier, bien sûr, hein, qui se débat dans son lit avec la grille, l'Aftral, Opco Mobilité, et puis tous les acteurs de terrain. J'en oublie, parce que par nature, je n'étais pas au cœur du dossier, mais du projet. Mais voilà, je voudrais souligner aussi le fait que c'est une rencontre. C'est une rencontre autour de volontés partagées. Chacun y met du sien. Des fois, ça marche un peu. Parfois, on rétropédale. J'ai des souvenirs de Laurent en rétropédale. Laurent, t'es pas content. Bon, et puis finalement, voilà, c'est vrai que vous êtes aussi heurté à des difficultés parce qu'il fallait commencer par changer la réglementation et puis c'était pas facile. Voilà. Donc, bravo à tous. Et puis vraiment. Franchement, moi je vous invite quand vous voulez à aller parler dans d'autres secteurs d'activité parce que ça fait plaisir de voir un tel engagement. C'est vrai que c'est top pour nous et c'est vrai que Laurent est entouré de Anne Gauthier qui a beaucoup travaillé, Valérie Gardière à l'Aftral. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à lever de nouveaux freins, puisque du coup le ministère nous fait un petit peu confiance aujourd'hui. Et je peux juste donner un exemple, puisque on a eu l'occasion, plutôt en marchandises, mais de former des paraplégiques, donc les premiers paraplégiques de France à conduire des véhicules de marchandises. Je le dis, puisque la semaine prochaine, on a un nouveau stagiaire qui va rentrer, qui est double amputé fémoral, et c'est le premier personne qui va avoir le droit de conduire avec ses prothèses.
Donc pour l'instant, normalement, quand on regarde le texte encore, comme il l'indique, le texte indiquait qu'un monomanuel ne pouvait pas conduire, là le texte indique prothèse invalide. Donc forcément, on conduit avec les mains. Bah, le ministère nous a donné l'autorisation d'essayer. À titre Voilà, expérimental. Donc, mais ça commence comme voilà, ça. on commence comme ça, et puis on va prouver que le texte il a été Et on a- écrit par quelqu'un qui n'a pas de prothèse. Et on a certains candidats qui passent le permis et qui l'ont avec, tu sais, parce qu'ils le passent avec tous les autres, hein, ils font le Ah stage. oui, oui, c'est... Et pour certains sont majeurs de promo, voilà, ils ont quasiment un strike, quoi. Monsieur le Président de la communauté de communes, Monsieur le maire. Ok, merci, mon cher François, de me passer cette parole. Je suis ravi d'accompagner Madame la sous-préfète en ces lieux. Elle m'a gentiment invité en me disant « Je suis présent dans cette entreprise Inevia ce jour pour parler d'handicap, d'insertion, des éléments de ce genre. » J'ai carrément accepté très volontiers et avec enthousiasme, tout simplement parce que l'entreprise Inevia représente des choses pour moi ici, sur le territoire de Ploërmel Communauté, particulièrement sur la ville de Ploërmel, dont je suis le maire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a développé notre réseau de transport, le transport Rive, n'est-ce pas, mon cher Loïc, où tu as été présent dans les prémices, on a fait connaissance. On a fait connaissance et j'ai pu apprécier un petit peu les propositions faites. Bon, je dirais, ils ont été choisis dans un appel d'offres tout à fait légitime, tout à fait normal, pour lequel ils ont su, bien entendu, apporter des réponses, mais je trouve que le choix qui a été porté, malgré ces éléments financiers, on n'a pas choisi que pour des éléments financiers. La société Inevia était pour moi une société avec justement partenaire, je dirais, où on a parlé d'environnement. Tu l'as très bien dit, à un moment donné, quand il a fallu imaginer des transports, des mobilités différentes de ce qui était auparavant, avec des motorisations différentes, tu as su répondre présent, vous avez su répondre présent largement, et ça a pu fonctionner. Mais derrière tout ça, j'ai connu aussi, puisque tu me l'avais présenté un jour ailleurs, le module insertion handicap. Et j'étais très sensible à ça parce que ça voulait dire qu'il y avait de l'humain derrière tout ça, des volontés de faire autrement, et pas du plus simple, hein, c'est pas toujours simple, mais le choix de la simplicité, c'était pas la culture de chez Inevia, c'était le choix de l'efficacité et de véritablement faire travailler tout le monde. Rien que pour ça, je suis là aujourd'hui. Merci Patrick. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, monsieur le président, mesdames et messieurs, dans chaque département, il y a un sous-préfet qui est nommé et qui est donc sous-préfet au handicap et à l'insertion. Ces deux mots ont de l'importance. Et pour moi, c'est vraiment une thématique qui m'oblige, c'est-à-dire que je connais, ou en tout cas je ne méconnais pas les attentes importantes sur le sujet, je ne méconnais pas non plus les difficultés réelles également sur le sujet, mais on voit, et votre entreprise et votre expérience en est l'illustration la plus criante, c'est qu'en fait, quand on veut, on peut, et qu'en fait, avec de la détermination, avec cette volonté chevillée au corps, on arrive, au-delà de la paperasse dont vous avez beaucoup parlé, on y arrive. Et 8 personnes effectivement en situation de handicap, c'est important. Et aujourd'hui, donc 11 février 2025, c'est l'anniversaire de la loi du 11 février 2005. Donc 20 ans se sont passés, loi sur l'accessibilité. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inscrit l'accessibilité comme un droit, puisqu'elle l'a mis dans la loi. Donc l'accessibilité, c'est pas une option, c'est un droit auquel tout le monde doit pouvoir prétendre. Alors c'est l'accessibilité bâtimentaire, et on voit effectivement qu'il y a des progrès, mais qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits sur l'accessibilité du bâtiment, mais c'est également accessibilité au numérique, à l'information, donc une accessibilité globale. Donc moi je suis très sensible à cette question et on ne peut que l'être. Je suis vraiment très étonnée, je dirais très heureuse de voir votre réussite. 8 personnes, c'est pas rien. Oui, et puis il y en a d'autres en chemin. Voilà, et ce qu'ils ont dit, effectivement, ce qui me paraît très important, c'est que, en fait, c'est pas un groupe de 8 au sein d'une entreprise, ces 8 sont au sein de votre entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre les personnes qui sont en situation particulière et les autres employés et les autres salariés de votre entreprise. Ça me paraît essentiel.
Et puis, je voulais dire qu'effectivement, pour moi, et cette phrase m'a beaucoup guidée dans ma vie, c'est que la différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Vous êtes des gens déterminés, je suis déterminé, donc tous ensemble, on y arrivera. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci.